Ballade de la protection. Blues. Écrit en janvier 1954. Souvenez-vous, Seigneur, ô Lord, du temps passé, quand vous m'accompagniez dans les prairies fanées de bagatelles, ornées de rousses gigolettes à tiges bien tournées, revêtues de bas noirs. Vous conduisiez mes mains pour que je les bénisse, ces pauvres innocents des bienfaits judiciaires, ces gibiers de prison, ces pauvres orphelins, ces minables crétins au visage éphémère. Ô Lord, c'est vraiment vous qui conduisiez mes mains. Ô Seigneur affranchi, Dieu riche d'expérience, c'est vous que j'aperçois le long du bataillon dans la poudre et verglas des routes de Lorraine. Nous vous avons bien vus, moi et mes compagnons. Vous chantiez avec nous le père Barbançon, et vous preniez mon sac, ô Seigneur des casernes. Vous chantiez, dominé, le vide des gibernes. On braillait les refrains de notre garnison. Ô Dieu, des si puissants catholiques galas, présentez quand il faut l'amour sur vos tréteaux. Donnez-nous de l'amour la signification précise afin de l'utiliser çà et là, selon les besoins de la vie, au jour le jour. Un sens bref, comme un coup de couteau amical, au moment de régler nos bontés et nos comptes. Seigneur et Lord, docteur en toute compétence, donnez-nous de ces mots la monnaie non reniée. Donnez-nous du mépris la fière intelligence pour mieux nous protéger des autres et des uns. Quand un pressentiment rend la nuit plus peuplée, quand la chambre à coucher se transforme en chapelle, quand l'ampoule électrique est, telle une chandelle, éloignée de nos yeux la présence des cierges. Ô Créateur, vêtu comme un vrai chien d'aveugle pour mieux nous avertir en marge des chaussées, ma femme, et puis moi, et ma lourde bulldog, et mon accordéon dans son étui couché, encore réunis comme à l'accoutumée. Donnez-nous pour ce soir la paix dans nos foyers. Demain, envoie. Qu'un honorable calme escorte nos ennuis. Demain, on verra bien. Pour l'instant, c'est fini. Les anges nouveau-nés en gais flocons de neige tourbillonnent dans un ciel gris, couleur adolescente, couleur de tout péché maintenant abolu. Ce n'est prière de Picard. Seigneur, donne à Sylle la chance sans essoine et 1000, ainsi soit-il. 3 poèmes en prose écrits en 1925 et 1926. La boucherie. Les moutons, cocards aux reins, sont alignés tels de jeunes conscrits de village. Si les moutons savaient battre du tambour, sonner de la trompette et jongler avec une canne enrubannée, c'est là qu'ils viendraient tirer au sort pour orner leur idéal d'une cocarde et d'un flot de rubans admiration des brebis. Si j'étais bœuf, j'aimerais à dire quelques mots sur la question, bien avant de tirer mon numéro dans la salle rouge de la Villette. Et j'inventerais un truc pour devenir aussi petit que la grenouille de la fable. La boulangerie. C'est la fête des rois. Tous les clients de la boulangère partagent en famille la traditionnelle galette feuilletée. À la porte de la boulangerie, des agents cyclistes prennent des croquis sur un carnet. La boulangère, dans sa boutique, ne cesse de gémir. Un à un, et sincèrement émus, des clients repus reviennent dans la boulangerie. Hélas, pleure la boulangère, mon mari est tombé cette nuit dans la pâte à galette. Il était vêtu en baigneur de porcelaine. Madame, murmure à son oreille la petite porteuse de pain, si vous continuez ainsi, vous allez perdre votre clientèle. Le manège d'aéroplane. À la fête de Montmartre, au milieu de l'année 1906, Guillaume Apollinaire, Salmon, Jacques Vaillant, Julien Calais et moi, nous montâmes sur ce manège de monoplan dans le but de participer au progrès, tout en restant attachés au sol par des traditions littéraires
et par le pignon de ce manège. Comme nous étions riches et naturellement bienveillants, nous jetâmes sur la foule qui criait Noël des cigares allumées, des épluchures de bananes, des oranges sucées et des billes de billard. Une musique angélique nous entraînait dans son vertige et les monoplans tournaient comme les volants d'un jupon de danseuse. Il fallut enfin descendre. Et c'est depuis ce jour que j'ai fait l'acquisition d'un râtelier, de 2 béquilles en bois et d'une perruque discrète. À cette époque, nous savions accumuler les souvenirs. La pluie ruisselle sur les vitres du compartiment du rapide de Calais, comme l'eau marine sur le verre épais des hublots à l'arrière du bâtiment qui va de Dieppe à New Haven ou de Calais à Folkestone. Ce n'est que le début d'un film, un des plus émouvants films européens que l'on pourrait intituler Londres. Que je m'embarque à Calais, Boulogne ou Dieppe, c'est toujours aboutir à une fin de journée noyée dans l'eau. La pluie est bonne conductrice de toutes les forces littéraires que les apparences laissent entre nous et la réalité. Arriver seul à Calais, une valise accrochée à chaque point, se tromper de côté à la gare, descendre vers la ville neuve au lieu de choisir la direction de la mer, c'est, avant de rencontrer un taxi, une triste aventure, sous la pluie qui rase le sol et le vent qui décervelle. La Manche est irritée, le Chanel est toujours irrité, entre deux côtes qui semblent négliger sa colère et sa puissance. Il vaut mieux ne pas demander de renseignements à l'hôtel sur l'état de la mer. Il vaut mieux se laisser aller aux suggestions musicales de la pluie qui fait déborder les gouttières et vers les 7 bourgeois à l'angle de la place d'Armes, d'un suaire livide et congruent. Le vapeur de service au grand jour lance son appel. Il ressemble à un petit paquebot de banlieue. La passe sitôt franchie, la traversée sera mauvaise. Le bar à l'arrière est occupé par quelques gens tristes qui s'affalent dans des fauteuils de cuir en buvant ce qu'ils pensent devoir absorber afin de diminuer les effets du roulis. Naturellement, ceux qui tentent de se promener sur le pont sont happés par le vent, cinglés par la pluie, et les prélards claquent comme des étendards en toile goudronnée, cependant que le barman rend la monnaie et qu'un employé du bord contrôle les voyageurs. Sur l'eau, c'est toujours le pays de personne, dont la guerre vulgarisa les images. Mais ici, entre le ciel et l'eau, pendant 2 heures, le temps de lire la ballade de Coleridge, c'est un pays de personnes où les vivants se durcissent, s'uniformisent, et ne se laisse point observer. Personne n'a le désir d'observer. La vie est morne, ralentie, médiocre, déjà vouée aux formalités douanières, jusqu'au moment où, installé dans un fauteuil de Pullman, on peut regarder autour de soi la riche campagne anglaise qui, petit à petit, avec le crépuscule de la nuit, sombre dans les lumières jusqu'à Londres, jusqu'à Victoria Station, où les taxis, aux pneumatiques blancs, anormalement immaculés, attendent les voyageurs qui tout de suite s'éparpillent. Et voici Londres, dont toutes les images se lisent en surimpression. Les souvenirs déjà anciens, ceux d'avant-guerre, se mêlent aux lumières des voitures qui toutes semblent se diriger vers le Strand. S'il est une ville charmante et à peu près indéfinissable, c'est bien Londres. Car ce qui constitue les éléments mêmes de son charme me paraît précisément ce je ne sais quoi qui donne à d'autres grandes villes européennes une tristesse hostile, provisoirement décourageante. Cette ville immense est plus intime que Rome. Les Britanniques qui la peuplent et dont la réputation de flegme et de froideur est établie sont les hommes les plus cordiaux et les plus enthousiastes du monde. Ces grands voyageurs sont pour la plupart des sédentaires qui ne s'éloignent guère de la cité que pour fréquenter le terrain de jeu qui fait une ceinture de gazon semée de maillots aux couleurs des clubs tout autour de cette interminable banlieue londonienne. La première impression que j'ai gardée de Londres fut, quand j'eus ouvert ma fenêtre, d'apercevoir les toits de la cité, et sur ces toits, des milliers et des milliers de cheminées sans fumée, surmontées d'un chapeau mobile. Tous les chapeaux des cheminées londoniennes tournent, ainsi que des petits manèges forains. J'entendis alors la voix célèbre de Big Ben, un carillon de cloches lointaines, un harmonium qui demandait la charité, quelques trompes d'auto et l'appel rauque du trompette des Horse Guards
guettant la garde descendante sur le mail. Je possède chez moi un disque juvénile, candide et printanier, qui résume assez bien cette matinée d'avril à Londres, au-dessus des toits de la cité. L'art expressionniste au phonographe peut obtenir des résultats particulièrement émouvants qui, associés à un optimiste pouvoir d'observation, fournissent la matière sentimentale d'un voyage et, pour l'avenir, les éléments essentiels d'un souvenir délicat. Londres est une des rares villes d'Europe dont la connaissance n'est pas décevante. Son pittoresque est pudique, à l'encontre de celui des grandes villes latines. L'imagination y trouve son compte. Une rue de Londres, comme Petticoat Lane, est riche, non pas en réminiscences, mais en créations sentimentales qui peuvent, si l'on veut, ne rien emprunter au passé. Les rues de Londres offrent un spectacle qui est toujours un témoignage exact de ce que l'on a vu. Le mystère lorne de ces brouillards féconds, des formes naissent de ce brouillard. Les unes sont filles d'Edward Hyde et les autres du docteur Jekyll. Les unes se dirigent vers le boarding house de Poplar et les autres vers le Square et Hyde Park. Celles-ci, conduites par des nurses, ne sont que des anges, avec des figures de petits garçons et de petites filles. Les petits-enfants d'Angleterre sont très beaux, et c'est pourquoi les voix qui les interrogent sont d'une douceur incomparable. Les voix des jeunes Anglaises donnent au jardin et au parc de Londres une distinction que les foules viennent parfois troubler. Si j'étais metteur en scène, le premier film que je mettrais en studio s'appellerait Londres, comme je l'ai dit plus haut. Il faudrait y mêler le documentaire, presque toujours discutable, et la fiction, qui parfois finit par conclure dans le sens de la vérité. Entre deux visages, celui qu'on voit et celui qu'on ne voit pas, c'est celui qu'on ne voit pas qui est le vrai. Suis-je en ce moment sous l'influence de Stevenson? Je ne le pense pas, mais il me semble que Londres, sous son aspect discipliné et souvent ingénu, dissimule une vie sociale infiniment plus compliquée, c'est-à-dire plus cérébrale que toutes les apparences permettent de l'imaginer. À Paris, le bien et le mal se mêlent, leur mélange permet une dénonciation rapide, qui voit l'un peut voir l'autre sans trop de perspicacité. Il n'en est pas de même pour Londres. C'est encore ici le cas de Jekyll. Le bien et le mal ne se mêlent pas. Chacune de ces conventions humaines emprunte un visage particulier qui ne leur permet pas de se confondre et de se mêler, somme toute, à cette atmosphère qui n'impose aucune définition et fort peu d'erreurs, comme à Paris. La rue est ainsi faite à Londres qu'on y découvre ce que l'on porte en soi. Toutes les grandes villes de l'Europe se composent à peu près des mêmes éléments. Elles ne sont ni plus ni moins honnêtes les unes que les autres, ni plus ni moins dissolues, mais la façon dont elles présentent ces divers éléments à l'étranger marque leur personnalité. La personnalité clandestine de Londres est difficile à saisir. Elle se développe en vase clos. Pour cette raison, elle est parfois excessive, mais presque toujours sans gaieté. Son pittoresque ne se laisse découvrir que lentement. Encore faut-il le chercher dans les bas quartiers populaires, où les hauts faits d'une pègre définitivement matée laissent souvent quelques traces purement littéraires. C'est par un écrivain qu'un pays se rend sympathique. Les écrivains anglais ont fait, sinon comprendre, du moins estimer avec sympathie cette île posée sur l'eau comme un croiseur de bataille. L'anglais, tel que l'a vu Dickens, n'est pas si éloigné qu'on n'en retrouve plus de traces. Le type s'est même conservé plus pur que celui du bourgeois français ou du français moyen que l'on représente encore dans les music-halls d'outre-Manche, sous la classique silhouette d'un monsieur fringant, coiffé d'un tube, portant la moustache à l'impériale, arborant la redingote et le pantalon à la hussarde et à sous-pieds. Ce type est difficile à retrouver chez nous. Même nos personnages populaires de la rue ont évolué. Il n'y a plus de malfaiteurs en uniforme et plus de gigolettes au coin des rues sombres exploitées par le cinéma allemand. À vrai dire, il n'y a plus guère de bouquetières enfants autour de Saint-Paul et de la Banque, mais il existe encore des silhouettes britanniques absolument pures de tout mélange, celles des soldats, des musiciens ambulants et des vieux matelots employés dans les docks. On retrouve encore dans la campagne des hommes et des femmes tels que le grand Thomas Hardy les a peints. Encore ces silhouettes ne nous sont-elles pas absolument étrangères puisqu'on les retrouve dans la campagne normande, particulièrement autour de Ponto de Mer, où le paysan se mêle insensiblement aux coutumes anglaises des entraîneurs campagnards. Étrange peuple
que l'on ne peut vraiment connaître sans lui donner son estime. Ici, le mot amitié n'est pas synonyme de politesse. Il possède une signification profonde, absolue et jamais galvaudée. Êtes-vous l'ami d'un Anglais? Alors vous pouvez prendre au sérieux ses offres de service. Vous offre-t-il l'hospitalité dans sa demeure? Alors vous pouvez accepter, sans timidité, car il sait ce qu'il offre. Et c'est après avoir pris connaissance de vous-même et des quelques qualités d'intérêt général que vous pouvez offrir qu'il vous mettra les clés de sa demeure, avec un visage soudain transformé. À bord de l'Étoile matutine. Quand nous arrivâmes devant la Vera-Cruz, avec le pavillon hollandais à notre corne, dans l'espoir de traiter avec les Espagnols sans crainte d'être dénoncés, nous vîmes que tous les bâtiments en rade portaient le pavillon jaune, ce qui indiquait que la mort sournoise dominait la ville de son grand souffle fétide et mystérieux. George Méry, Anselmo Pitti et Pierre Mouton Noir furent d'avis de virer pour fuir vent arrière devant la peste vorace. Mais il advint que plusieurs autres, dont McGraw, désirèrent au contraire descendre à terre, arguant que les affaires seraient faciles au milieu de la désolation générale et qu'il se faisait fort, connaissant un apothicaire qui fourguait à l'occasion, d'éviter la quarantaine et les alguazils orgueilleux et maigres. McGraw demandait 8 jours pour traiter nos affaires et les siennes. George Méry, hésitant, se laissa convaincre. Et l'Étoile matutine chercha un mouillage sur la côte, non loin du Havre pavoisé de jaune, vers Saint-Jean-d'Ulloa. À la nuit, nous détachâmes le canot et nous embarquâmes, McGraw, Dick et moi-même. Le ciel sombre favorisa notre entrée dans la ville catholique que McGraw connaissait pour en avoir parcouru les moindres ruelles. Sans bruit, nous accostâmes au pied même d'une grande bâtisse d'aspect mélancolique qui devait servir de lazaret. Nous éprouvâmes de grandes difficultés à sortir notre canot et à le dissimuler sous un tas de décombres. Cette opération prit une petite heure. Nous la conduisîmes à bien, et dès lors, nos mains lavées dans l'eau salée, nous nous dirigeâmes presque à tâtons à travers les rues de l'opulente cité. Le petit jour nous surprit, errants, ayant eu le bonheur d'éviter le guet et les sbires de la Sainte Inquisition qui pullulent dans cette cité, tels les corbeaux dans un champ fraîchement ensemencé. Avec la lumière du jour, nous retrouvâmes notre route, et McGraw souleva bientôt le heurtoir de cuivre d'une maison construite à l'espagnol, soigneusement close, fraîche et poreuse comme une jarre à contenir de l'eau douce. Un guichet percé dans la porte s'ouvrit à notre appel, et une voix à la vérité peu aimable nous accueillit en ces termes: que voulez-vous? Est-ce une hôtellerie ici pour que tous les chiens de la création viennent y demander asile? C'est parfait, fit McGraw. N'en dis pas plus. Je te reconnais, Redfish. Tu n'as pas changé, vieux drôle. Ouvre-lui de ton hospitalière demeure. C'est McGraw et des amis. Et par Jupiter, ce n'est pas encore la peste qui me présentera au diable que j'estime autant que ta seigneurie. Pendant ce discours, dont nous approuvions les termes, la porte s'était ouverte. Et la figure de Poisson Rouge, éclairée par un falot, se montra pour affirmer combien le propriétaire de ce nom en était digne. Le visage de Redfish était orné de 2 yeux rouges. Le nez petit et mince surplombait une bouche sans lèvres. Le menton fuyant se confondait avec la ligne du cou, ce qui lui donnait, si l'on tient compte de son crâne chauve et pointu, l'apparence d'une tête de merluche. La couleur de son teint était d'un beau rouge brun, autant que nous pûmes en juger grâce à la lumière de la lanterne et aux premières lueurs d'une aurore livide. « Entrez et fermez la porte, » dit Poisson Rouge. Nous le suivîmes. Il nous fit traverser une cour entourée de 4 corps de bâtiments et d'une galerie circulaire en bois sculpté. Nous montâmes un escalier de pierre, et Poisson Rouge, s'effaçant, souffla sa lanterne et nous laissa passer. McGraw le premier, nous pénétrâmes alors dans une vaste chambre décorée d'une manière étrange qui sentait l'enfer de très loin. Ceci, souffla McGraw, me paraît une chapelle construite pour les dévotions de Blackteach. Il s'assit sur un escabeau et nous l'imitâmes, cherchant une place afin de poser nos pieds au milieu des pots de couleur et des pinceaux trempés dans des vases ébréchés. « Tu n'es plus apothicaire ?» interrogea McGraw.
Non, répondit Poisson Rouge avec brusquerie. Aujourd'hui, je fais de la peinture. Pourquoi êtes-vous venus? Tous trois. Il s'approcha de moi au point de me souffler dans la figure. Sa main sèche prit mon poignet. Un doigt fit pression sur l'artère. Prenez garde, fit-il. Puis, se tournant vers McGraw, il dit avec de la colère dans la voix, « Êtes-vous sûr de ne pas la voir? Montrez la langue. Et vos yeux, comme ils sont rouges. » Tu devrais nous donner à boire, répondit McGraw. Poisson Rouge descendit en grommelant des paroles confuses. Nous l'entendîmes remuer un trousseau de clés dans la cour. Alors, sans échanger une parole, nous regardâmes autour de nous. Le plancher de la pièce était jonché de débris de toiles, de pots de couleur et de pinceaux usés. Dans un coin, s'alignaient des tranches pain de sucre en carton, dont certains, à moitié décorés, présentaient un aspect à la fois grotesque et repoussant. Sur les murs étaient accrochées des croix couvertes d'inscriptions latines, des scapulaires immenses, barrés de croix de Saint-André, et d'autres, portant des diables ailés qui brandissaient des tridents, soufflant des flammes. Nous regardions ces décors pour le moins incompréhensibles, et dont la pauvreté des étoffes qu'ils ornaient ne pouvait qu'évoquer un divertissement de masques vulgaires, quand Poisson Rouge rentra avec 2 bouteilles qu'il posa sur une table, à côté d'un morceau de chandelle, quelques croûtes de pain et des peaux d'orange desséchées. « Buvez, dit-il. Peut-être avez-vous de la fièvre. » Nous remplîmes nos verres et celui de Poisson Rouge, et nous bûmes à sa santé. C'est alors que nous entendîmes dans la rue une rumeur gémissante et grave, le piétinement des chevaux et le bourdonnement majestueux d'une foule en prière. Nous nous élançâmes vers les fenêtres protégées par des jalousies pour apercevoir une mascarade religieuse dont l'aspect nous laissa étonnés. Entre 2 files de soldats vêtus d'habits mal ajustés, portant le fusil avec nonchalance, marchaient des hommes et des femmes, habillés de chasubles peintes à la manière de celles que nous avions aperçues sur les murs de la chambre. Ils étaient coiffés de bonnets grotesques, ce qui nous expliqua également l'utilité de ces pains de sucre dont l'aspect nous avait paru si repoussant à notre arrivée. Derrière ces pénitents de carnaval suivaient des esclaves métis, soutenant sur leurs épaules des caisses de bois en forme de petits cercueils. Les prêtres chantaient dans cette confusion, et des filles portant chasubles et bonnets de carton enluminés, blêmes de terreur, interrogeaient du regard, avec des yeux immenses, la foule des hommes barbus. Leurs mâchoires tremblaient. Parfois, ils fléchissaient sur les genoux. Alors un confesseur tenant un crucifix les relevait avec une bienveillance peu discrète. « C'est l'Inquisition, fit McGraw, et quelques juifs que l'on mène au bûcher. Le pavillon hollandais nous protège. Ils ont apporté la peste ici, répondit Poisson Rouge. J'ai peint l'ange de la peste sur leurs bonnets que l'on appelle des carocas, et sur leurs samaras, car je suis le peintre breveté de la Sainte Inquisition. Ces sorcières m'ont valu mes plus belles œuvres, toutes de sensibilité. Il ajouta à voix posée, comme la procession oscillait en reprenant sa marche. Je peins les croix, les carocas et les samaras dont le fond est gris. Voyez, le portrait de l'hérétique, où du sorcier est traité avec naturel et vivacité. Je peins d'après nature, dans la geôle où ces infâmes fatiguent le ciel de leurs cris. Je vous recommande cette jeune femme ou fille, peu m'importe, la 3e après la file des hommes. Vous y êtes? J'ai peint son portrait sur les 2 faces de la Samara, car cette fille porte ce vêtement artistique pour avoir nié devant le saint tribunal, bien qu'elle fût convaincue d'avoir introduit dans notre ville l'odieuse et la mélancolique peste, dont ceux qu'elle choisit perdent, dit-on, les sentiments de l'esprit. La nuit, confia le peintre funèbre, il me semble que toute ma peau tendue converge vers un énorme bubon qui éclate avec un bruit de tonnerre. La peste va dominer le monde, et les volcans ne sont que des bubons peut-être libérateurs, si j'en crois mes songes. Et le commerce? Interrogea McGraw. Ah, que le diable ici peint de foutre, glapit Poisson Rouge. Ce beau merle vient nous parler de commerce quand toute la ville tremble comme une fillette tendant sa main à une diseuse de bonne aventure. Regardez, s'exaltait l'homme que McGraw avait connu. Regardez mes portraits et les principes décoratifs des supplices divers, selon l'âme du patient, ses goûts, ce qu'il fut, ce qu'il deviendra, et surtout, ce qu'il regrette. Car toute la subtilité de mon art consiste à matérialiser le regret de la vie avec des images dont toutes ne sont pas symboliques. L'artiste se prit la tête entre ses mains et gémit. Mes chefs-d'œuvre, mes pauvres chefs-d'œuvre seront encore les victimes de l'autodafé. Ah, les imbéciles qui peignent des croix rouges sur les vulgaires San Benitos sont moins à plaindre que moi. Je suis le plus grand supplicié de la Sainte Inquisition.
Quand cette damnée mascarade aura traversé la place, murmura McGraw, nous laisserons le peintre à son art. Puis, si Dieu le permet, nous rejoindrons George Mary et nous fuirons cette terre où la fièvre, comme une divinité païenne, se baigne dans toutes les fontaines. Cette ville a l'air d'une énorme pièce de monnaie en cuivre surchauffé, ajouta Pay. Il fit claquer sa langue, car autour de nous l'air sentait le cuivre chaud, avec, par intervalles, par bouffées, l'odeur de la fumée de bois et de la chair grillée. Vous divaguez, fit Poisson Rouge, interrompant le cours de ses songes. Vous divaguez, je crois, et vous tremblez. D'où venez-vous donc? Avec cette langue épaisse, ces yeux ourlés d'écarlate, et cette exaltation des moindres sentiments devant les spectacles de la nature. Allons, calme-toi, Poisson Rouge. Souviens-toi du vieux temps à Londres, quand tu buvais du punch à l'urine avec les veuves allemandes, de la mère Knox à Covent Garden. Laisse un peu ces momeries. Momeries, gentleman, seigneur. Il ouvre la bouche pour blasphémer, il... Poisson Rouge, suffoqué, porta les mains à son col gonflé comme un coup de serpent. Puis il s'apaisa, frotta ses paumes l'une contre l'autre et timidement s'approcha de la porte. « Gentleman, dit le renégat, je place mes trésors sous votre protection. » Il montra des Caracas et des Sanbenitos. « Je vais de ce pas acquérir les éléments d'un festin digne de vos seigneuries et du vieux camarade. » Bien qu'à la vérité, je n'entende pas très clairement ses propos sur notre ancien matelotage. Je reviens. Il fit un pas dans la direction de la porte, un seul pas, mais je le jure, nous vîmes tous à la manière dont McGraw nous regarda qu'il fallait agir sans plus attendre. McGraw, d'ailleurs, bondit le premier sur Poisson Rouge, qui ne put soutenir le choc et tomba sur ses deux genoux. « Oh !» fit-il. Et McGraw l'étrangla de ses deux mains puissantes. Cependant que nous maîtrisions renversé en arrière le peintre de Sanbenitos. Ses yeux tournèrent lentement, sa langue pointa hors de sa bouche, et sa figure violacée devint un masque semblable à ses peintures. McGraw, pour reprendre ses forces, desserrait ses doigts. Un peu de vie semblait alors ranimer le hideux patient. Notre camarade resserra 3 fois son étreinte et nous sentîmes que l'homme venait de mourir entre nos mains. Il voulait nous dénoncer pour ce que j'ai dit des moines, soupira McGraw. Nous laissâmes le cadavre tordu sur le plancher. Et derrière les jalousies, nous inspectâmes la place, vide, chaude, sans air. Un dément courait en rasant les murs, cherchant un peu d'ombre. Il levait les bras au ciel. Essoufflé, il s'assit près d'une fontaine tarie et se roula sur le sol en égratignant la terre comme une bête blessée. Le moment serait peut-être venu de partir, dis-je. McGraw et Dick approuvaient de la tête, mais ce départ précipité ressemblant trop à une fuite, nous cherchâmes autour de nous une compensation à ce parti. Nous prîmes Poisson Rouge, et tel qu'il était, avec sa face torturée, nous l'habillâmes d'un scapulaire gris où des démons inachevés hurlaient devant des flammes en forme de langue. Nous coiffâmes le peintre d'un bonnet de carton, et ce fut le coup de pinceau final terminant l'effroyable personnage que nous venions de créer, nous aussi, en artistes. Quand il fut paré, nous le descendîmes dans la cour et le pendîmes devant la porte, les pieds reposant sur les dalles de l'entrée. Nous ne pourrons pas encore sortir, fit Dick, qu'il fait jour. Attendons la nuit. Nous l'avons pendu trop tôt. N'ai-je pas la fièvre, McGraw? McGraw, dans la demi-obscurité de la cour, tâta le poignet de Dick. Ce n'est rien, fit-il. Nous restâmes assis sur les marches de l'escalier tous les trois sans dire un mot, devant le mort au bonnet pointu. J'ai toujours mal au cœur, dit encore Dick. Il se pencha un peu en dehors de la marche pour vomir. « Va plus loin, porc !» dit McGraw. Nous attendions la nuit de même qu'un voleur expirant sur la roue la mort. Les minutes s'écoulaient lentement, et le soleil, aperçu au-dessus de la cour, comme du fond d'un puits, ne voulait pas replier ses rayons homicides. « J'ai, dit Dick. » Il n'osait pas se plaindre. Et je surpris dans l'ombre McGraw qui lui-même tâtait son artère au poignet avec une inquiétude sournoise. Et avec la nuit,
Cependant que les mauvaises odeurs humides montaient de terre, nous franchîmes la porte de la demeure du peintre des démons. Dick ne pouvait pas marcher car ses jambes étaient molles. Nous le soutenions par les poignets, et nous sentions son sang battre le long de ses veines dans nos mains crispées. L'odeur de chair brûlée persistait sur la ville. Un grand vol de corbeaux et de vautours passa au-dessus de nous en poussant des cris variés. Certains gémissaient comme des enfants. Dick s'écroula enfin malgré nos efforts. Nous le laissâmes aller sur le sol. Il leva vers McGraw des yeux merveilleusement intelligents. « Ici, Mac, fit-il, en montrant son cœur. Fais vite. » Et McGraw, penché sur lui, comme pour lui regarder la langue, appuya de tout son corps sur son couteau qu'il avait discrètement appuyé contre le cœur de son camarade. Nous abandonnâmes le défunt et rejoignîmes George Merry et la bande. Et jamais nous ne parlâmes de poissons rouges, ni de la peste, dans la crainte d'être déposés par précaution dans un canot avec des biscuits, de l'eau, un fusil et de la poudre. La mort de Dick s'expliqua naturellement à la suite d'une querelle adroitement décrite selon nos traditions. Mais pendant 15 jours et 15 nuits, McGraw et moi tâtâmes à la dérober la grosse veine de notre poignet gauche, et nous interrogeâmes les miroirs qui reflétaient notre langue. Nous n'avions plus le goût d'interroger nos souvenirs de la Vera Cruz.